Tout a commencé lorsque le chef des gobelins est mort. 2 soldats présents lors de sa mort ont alors entamé une bataille pour déterminer qui serait le nouveau propriétaire de l'arme. Furieux, l'un d'eux bondit sur l'autre, qui tenait le marteau, affirmant qu'il deviendrait le nouveau chef. Apparemment, les 2 soldats étant les plus forts, ils se sont battus devant les autres gobelins, qui regardaient et criaient pour encourager la lutte. Les combattants échangeaient coups de poing et morsures. À ce moment-là, l'un des petits monstres se rappela que le chef avait caché quelques crocs et décida d'aller les chercher. Mais les gobelins s'en souvenaient, le gardien des prisonnières allait revenir. À la surprise générale, le monstre auquel il faisait référence arriva. C'était un gobelin complètement différent des autres. Tout le monde s'arrêta et regarda passer le jeune homme mystérieux, commentant à quel point il ressemblait au frère par ses vêtements. Les gobelins, dans l'intention de retrouver les crocs de l'ancien chef, décidèrent de suivre le gardien. Puis, un des petits monstres dit qu'il y avait déjà eu certains des plus forts de la tribu, et que quand ils commenceraient à se battre, eux profiteraient de l'occasion. À l'écoute de ces mots prononcés par ce gobelin, le gardien devint nerveux. À cet instant, le jeune homme court vers la proie, car il entendait des cris de secours. Inquiet pour ce que pouvaient faire les autres avec la victime, notre protagoniste part rapidement vers les cris. Alors que le garçon aperçoit la grotte où se trouve la proie, à l'endroit d'où viennent les appels à l'aide, le gardien découvre des gobelins attaquant une jeune femme. Un des petits monstres fixe intensément la proie, tandis que la jeune femme, de plus en plus paniquée, pense que c'est sa femme. Terrifiée, elle commence à crier pour demander de l'aide. Sans intention de nuire à la prisonnière, le gardien ordonne aux gobelins de la relâcher. Apparemment, le chef du groupe la laisse tomber et dit au jeune homme que le chef est mort, donc cette proie lui appartient maintenant. Ensuite, le gobelin le plus fort dit au garçon que s'il ose prendre la fille, il en subira les conséquences. Rapidement, le chef ordonne aux autres de s'en prendre au gardien et de le tuer. Obéissant à l'ordre, les gobelins attaquent le jeune homme pour s'emparer de la fille. Notre héros est désespéré face à autant d'attaques en même temps. Incrédule en voyant sa vie menacée par ces petits monstres bas de gamme, il reste déterminé à ne pas mourir. Chaque fois plus, le désir de vivre prend le dessus. Soudain, quelque chose d'inattendu arrive. Notre protagoniste sort un couteau et tue l'un des agresseurs, terrorisant les autres. Le gardien montre alors au groupe qu'il est prêt à se battre pour sa vie et qu'il ne sera pas facile à vaincre. Voyant le jeune homme armé, les gobelins paniquent et fuient effrayés. L'un d'eux hurle au chef de fuir aussi, car le gardien possède une arme. Épuisé après avoir survécu, notre héros impressionne ses agresseurs. À ce moment, la jeune femme, qui était sur le point de devenir otage de ces horribles gobelins, remercie son sauveur, visiblement très fatigué de la bataille. Pourtant, le gardien semble trop faible. La jeune fille demande alors qu'il ne meure pas, afin qu'il puisse la protéger. Après ces paroles, notre protagoniste, qui fut jadis humain, commence à réfléchir. Une fenêtre apparaît soudain devant ses yeux, le système démarre. Et là, on découvre que le nom de notre héros est Lantian, et qu'il a réincarné en gobelin avec un système, après avoir été renversé par un camion. Ce système, cependant, n'affichait que quelques statistiques, sans fonction avancée utile. Mais après les paroles de la jeune femme qui l'a sauvé, le garçon commence à mieux comprendre le monde dans lequel il s'est réincarné. Il étudie alors ce monde divinement créé, peuplé de puissants monstres. Notre protagoniste rappelle que les humains ont conquis leur place sur ce continent grâce à leur force. Cependant, le gobelin incarné par le garçon est le monstre le plus faible et le plus dégradé de ce monde. Lantian dit alors que ces statistiques sont si basses qu'entre les gobelins même, il pourrait facilement être tué. En regardant la jeune femme, le garçon se souvient que dans ce monde, il existe un moyen de devenir plus fort en générant une nouvelle vie avec des filles. Notre protagoniste affirme que les gobelins acquièrent de la force en se reproduisant constamment, mais comme il n'a pas de femelle, il enlève des jeunes femmes. Réfléchissant sur la cruauté de ce lieu, le garçon dit qu'il fut autrefois humain et que faire cela pour devenir plus fort était vraiment ignoble. La jeune femme l'interrompt alors en disant qu'après avoir passé plusieurs jours avec son gardien, elle comprend enfin qu'il est différent, qu'il ne veut pas vivre comme ces gobelins. Lantian est à nouveau surpris par cette fille. À ce moment, la jeune femme dit au garçon qu'une fois que l'ordre des chevaliers viendra la sauver, elle dira qu'il l'a libérée et permettra au garçon de vivre dans le village. Ensuite, quelque chose semble effrayer Lantian. Notre protagoniste affirme que les gobelins sont revenus capturer la jeune fille. Le garçon demande alors à la jeune femme de se cacher à nouveau. Pour la protéger, il se prépare à la défendre. Comme prévu, un gobelin horrible et avide de puissance arrive, hurlant comme s'il avait bu du lait avarié et était sur le point d'avoir une crise intestinale. Lantian est déterminé à empêcher la capture de la jeune femme. Notre héros frappe violemment le gobelin avec sa lame. Puis, notre protagoniste informe la jeune fille que des humains sont venus la sauver, ce qui
qui la rend heureuse et convaincue qu'il s'agit d'une mission sacrée. Elle court donc vers ses supposés sauveurs. Mais l'Ancien s'arrête brusquement en voyant quelque chose d'inattendu. Un humain extrêmement puissant élimine plusieurs gobelins en un seul coup. L'Ancien est stupéfait de voir un être aussi fort dans ce monde. L'homme censé la sauver devient furieux en constatant que ces créatures immondes ont déchiré son uniforme de l'ordre sacré. À ce moment-là, l'Ancien observe les statistiques impressionnantes de l'humain. Il commence à se demander si cet homme puissant est bien humain, car c'est la première fois qu'il voit des valeurs aussi élevées depuis son arrivée dans ce monde. La jeune fille, enthousiaste, court vers lui en l'appelant capitaine, tandis que l'Ancien reste émerveillé par la facilité avec laquelle ils ont géré le groupe de gobelins. Mais bientôt, quelque chose d'effrayant attire l'attention de l'Ancien. L'homme ne semble pas là pour la sauver, au contraire. Notre héros agit rapidement lorsqu'il comprend que le capitaine va tuer la jeune femme. Il la sauve à nouveau en la poussant violemment hors de portée. Incapable de comprendre ce qui se passe, l'Ancien se demande pourquoi l'ordre sacré est venu ici si ce n'était pas pour libérer les prisonniers. Irrité, le capitaine accuse les gobelins de l'avoir évité lors de son attaque puissante. Puis, fidèle à sa promesse, la jeune femme raconte au capitaine comment le petit monstre l'a protégée. Furieux, la dépense qu'elle ment et décide de la tuer. L'Ancien intervient une nouvelle fois pour la sauver. Irrité, notre héros demande à la jeune femme de s'éloigner et lui indique un chemin sécurisé. Sans prendre le temps d'évaluer les risques, l'Ancien décide d'attaquer l'AD avec seulement un petit bâton. Soudain, une lumière jaillit de l'obscurité de la grotte. Notre héros reste figé, les yeux écarquillés. Une femme arrive, demandant à l'Ancien de patienter, tandis qu'un bouclier magique semble le protéger. Ensuite, une magicienne très puissante apparaît, accompagnée d'un groupe de chevaliers. Elle s'adresse au capitaine en disant que ce gobelin semblait un peu étrange. La prisonnière tombe à genoux devant la femme, l'appelant donzelle sainte, et supplie désespérément la magicienne de la protéger. La sainte donzelle demande alors à l'Ancien s'il comprend leur langue. Espérant, il se retrouve face à Ifréa, la porte-parole du temple dont on parlait tant, celle qu'on croyait être la seule chance de s'en sortir. L'Ancien répond qu'il comprend parfaitement. Notre héros explique à la magicienne qu'il n'est pas un monstre de ce monde, mais un humain réincarné après un accident. L'Adé affirme à la magicienne que l'Ancien semble plus intelligent que les autres gobelins. La magicienne répond à son allié que ce gobelin pourrait être un cadeau de la mère sacrée. Ifréa demande ensuite à Kélia si le garçon ne l'a pas blessé, et la jeune femme répond qu'il ne l'a pas touché, au contraire, il l'a protégée et nourrie. Comme attendu, la sainte donzelle dit à la jeune fille que, puisque l'Ancien est spécial, il sera emmené en premier à la ville pour y être étudié. Avec confiance, la magicienne demande au garçon s'il est prêt à l'accompagner jusqu'à la ville, affirmant qu'il s'agit de la seule chance de salut. Le garçon accepte, espérant enfin être écouté et prouver son innocence. Après avoir été libéré de la sphère magique, l'Ancien suit la magicienne. Sortant de la grotte, la magicienne ordonne à l'Adé de la suivre. Marchant avec ses supposés sauveurs, l'Ancien remercie sa sauveuse pour sa bonté, promettant de la remercier dignement. Mais soudain, quelque chose d'inattendu se produit. L'Adé transperce l'estomac de Kélia avec son épée. Dès qu'il comprend, l'Ancien se retourne et voit sa protégée mourir sous les coups du capitaine. Il est terrassé par la douleur. Le garçon, désormais gobelin, contemple son amie morte, tuée par celui qu'elle croyait être son sauveur. Il entre dans un profond désespoir, incapable de comprendre ce qui se passe. D'un ton sarcastique et sombre, la sainte donzelle regarde l'Ancien et lui dit « Quand vous arriverez à la ville, mieux vaudra que vous nous remerciez bien. » Une semaine plus tard, dans la ville, la cloche de l'église sonne pour rassembler les habitants. L'Adé, aux côtés de la sainte donzelle, fait un discours aux villageois. Il affirme que l'attaque des gobelins a causé de nombreux dommages à cette petite communauté paisible. Selon lui, les petits monstres ont utilisé des attaques furtives et ont cruellement massacré 30 résidents. Les villageois, indignés, commencent à hurler que les gobelins sont des êtres abjects et que les humains et ces créatures horribles sont ennemis jurés. Ils utilisent les images des victimes pour illustrer leur colère. L'Adé affirme que l'ordre sacré, au nom du temple, a purifié les petits monstres, vengeant ainsi les habitants de la ville. Prenant la parole, la donzelle sainte exhorte les villageois à continuer à prier avec ferveur envers le temple. La magicienne renforce ses propos en affirmant que le temple protégera toujours ses fidèles. Les habitants présents commencent alors à saluer les chevaliers de l'ordre sacré. À ce moment, on découvre une sorte de laboratoire mêlé à une bibliothèque sombre. La donzelle sainte déclare que la prédication fut un succès, ajoutant ironiquement que les villageois restent des imbéciles. Ifréa, quant à elle, annonce que les habitants de la ville vont maintenant prier encore plus intensément et offrir davantage d'offrandes au temple. Puis, nous découvrons finalement ce qui est arrivé à l'Ancien. Il est prisonnier, attaché avec une muselière, criant vers la magicienne. La donzelle sainte le regarde sans aucune compassion. Notre protagoniste, désormais aveugle d'un œil et furieux, appelle Ifréa de « maledite ». À ce moment-là, on voit l'Ancien attaché contre un mur couvert de marques d'expérience. La sainte donzelle exprime son étonnement face à sa vitalité, car malgré tout, il est encore vivant.
avant. Elle pense même que c'est précisément pour cette raison que le temple n'a pas réussi à éradiquer les gobelins du continent. La donzelle sainte décide alors d'injecter un poison plus puissant dans le corps de Lan-Tian pour observer les résultats. Notre héros semble sur le point de craquer sous le poids constant de la douleur. Désespéré, Lan-Tian se souvient que l'ordre sacré a trahi tout le monde et a tué Kelia. Il demande alors à la sainte donzelle si telle était la justice humaine. Subitement, notre garçon est surpris par un coup de branche en plein menton. Furieuse de ces accusations, la donzelle sainte lui répond qu'il est étrange qu'une créature faible et méprisable comme lui ose remettre en question la justice humaine. Ifrea révèle alors sa véritable nature en déclarant que les gobelins ne sont que des insectes dans ce monde et que simplement parler avec lui constitue un grand privilège. Elle lance un sort sur Lan-Tian et lui dit qu'il devrait être reconnaissant, utilisant son petit corps pour aider aux expériences humaines de l'ordre sacré. Ensuite, la donzelle sainte trace un cercle magique autour de lui qui commence à drainer toute son énergie. Lan-Tian semble complètement épuisé, incapable de résister à cette torture. Notre protagoniste commence à se culpabiliser, pensant qu'à chaque renaissance, même s'il gardait sa compassion humaine, il avait eu tort de croire que les humains pouvaient être justes. Il se rappelle comment Ladé et Ifrea l'avaient emmené à la ville, l'avaient torturé et soumis à diverses expériences, sans écouter une seule de ses paroles. Malheureusement, après tant de souffrances, il n'a pas réussi à tenir longtemps. Et c'est ainsi que notre héros fut mis fin par la cruelle donzelle sainte. Après sa mort, Lan-Tian traverse une espèce de passage sombre. Il murmure qu'en cas de seconde chance, il ne ferait plus jamais confiance aux humains. S'il pouvait revenir, il briserait ses propres os plutôt que de subir cela à nouveau. Soudain, quelque chose d'inattendu se produit. Alors qu'il médite sur ce qu'il ferait s'il pouvait renaître, Lan-Tian semble entrer dans un monde virtuel. Le système de simulation de V-Goblin s'active et lui pose une simple question. Veut-il renaître? Tentant de comprendre ce qui se passe, Lan-Tian conclut que ce doit être son propre système personnel, activé uniquement après sa mort. Il est incrédule en réalisant qu'il peut effectivement renaître, mais qu'il retournera tout juste au début, sous forme de gobelin de bas niveau. Il interroge alors le système sur ce que signifient les options oui et non. On lui répond que s'il refuse, il sera définitivement effacé. Mais s'il accepte, il pourra revenir exactement une semaine avant, conservant ses souvenirs actuels. Finalement, notre héros comprend que la chance qu'il attendait depuis longtemps lui est offerte. Il est ravi à l'idée de pouvoir se venger de Ladé et d'Ifrea. Empli de rage, il choisit l'option oui. Le système démarre alors le processus de réinitialisation de la vie Goblin. Furieux d'avoir été trahi par les humains, Lan-Tian est prêt à tout pour se venger. En outre, le système l'a légèrement renforcé, ce qui le met dans un état de joie. Même si le renforcement est modeste, c'est déjà mieux que rien. Le système informe ensuite Lan-Tian que le danger n'est pas terminé, car l'ordre sacré est sur ses traces. Si, une fois de plus, il meurt, il ne pourra pas ressusciter. Il lui demande ce qu'il est capable de faire, et le système explique qu'il est possible de simuler différentes prévisions des événements futurs, une fois toutes les 24 heures, avec des conséquences différentes selon les choix. Lan-Tian devient de plus en plus enthousiaste en apprenant que chaque simulation lui donnera des points qu'il pourra échanger contre des objets utiles. Et surtout, grâce à ces simulations, il pourra voir le futur. Ne perdant pas de temps, Lan-Tian demande immédiatement au système de commencer la simulation de vie. Obéissant à sa demande, le système lui propose plusieurs options pour s'échapper de la grotte. Option 1, avertir les autres gobelins et s'unir pour combattre Ladé et ses hommes, 10 points. Option 2, abandonner les autres créatures et fuir seul, 5 points. Option 3, se cacher dans la grotte et prier pour que Ladé ne le trouve pas, 0 points. Lan-Tian reste figé, essayant de choisir la meilleure option. Prudent, notre garçon analyse la première possibilité. Même si tous les gobelins se rassemblaient, il savait qu'il ne pourrait pas défier Ladé seul. Fuir semblait donc être la meilleure solution. Après une rapide réflexion, Lan-Tian décide de tester toutes les options, commençant par celle qui lui offrirait le plus de points, dans l'espoir d'obtenir une arme à la boutique du système. Mais malheureusement, lorsqu'il teste la première option, lui et les autres gobelins sont facilement vaincus par Ladé, comme prévu. Il gagne cependant 10 points, ce qui confirme ses calculs. Après avoir analysé toutes les simulations, Lan-Tian comprend qu'il ne peut pas compter sur les autres créatures pour survivre. Mais il est satisfait du score obtenu. Confiant, il demande au système d'ouvrir la boutique d'échange. Devant lui apparaît alors une multitude d'armes puissantes, mais chacune nécessite beaucoup de points. Il repère finalement une petite dague elfique légère et rapide, coûtant exactement les 10 points qu'il a obtenus. Lan-Tian décide de l'acheter. Elle lui donne plus 10% de vitesse et plus 15% de force. Le protagoniste explique que cette lame est extrêmement tranchante et capable de toucher un point vital fatalement. Préoccupé pour son ami, Lan-Tian interroge le système sur sa disparition dans la simulation. Il veut savoir où Kelia est allée. On lui répond que, depuis sa renaissance, certains éléments de la chronologie ont changé. Dans cette nouvelle vie, la jeune fille n'a pas été capturée par les gobelins et vit en sécurité dans la ville. Lan-Tian est surpris par cette information. Notre héros ressent un profond soulagement en sachant que son amie est saine et sauve. Il dit avoir tenu sa promesse
promesse est qu'à présent, il peut se concentrer sur ses nouvelles priorités. Après avoir évalué les meilleures options, il part rapidement vers la sortie de la grotte, affirmant que ce serait là le meilleur choix, car les gardes y sont plus faibles. Dehors, deux soldats discutent près de l'entrée. L'un d'eux exprime son dégoût envers les gobelins, tandis que l'autre demande patiemment à son collègue de ne pas agir précipitamment, puisque leur mission est simple. À cet instant, Lan-Tian perçoit des voix proches de lui et découvre que le véritable objectif de l'AD était bien d'éliminer toutes les jeunes femmes capturées dans la grotte. C'est précisément la mission confiée à ces deux gardes. Cette révélation renforce encore davantage la conviction de Lan-Tian. Sa vengeance contre l'ordre sacré est justifiée. S'ils éliminent des humains innocents, imaginez ce qu'ils font aux gobelins. Déterminé, il prépare une embuscade. Imitant la voix d'une jeune fille, il hurle de l'intérieur de la grotte « Aidez-moi !» Obéissant à l'ordre, le soldat se dirige vers l'entrée, prêt à libérer la victime. Avec un sourire narquois, il dit à la jeune femme qu'elle peut sortir sans crainte, qu'il est là pour la ramener en sécurité à la ville. Dès que le soldat s'approche, notre héros bondit. Avec une haine brûlante envers les humains, il frappe violemment avec sa dague elfique. Sans aucune pitié, il tranche la gorge du soldat, jurant que désormais, ce sont les gobelins qui porteront la vengeance. Le soldat, touché, commence à trembler sous la douleur. Son collègue s'approche, inquiet de voir son ami prendre tant de temps. Sans comprendre ce qui se passe, il s'apprête à l'aider. Souriant et résolu, Lan-Tian continue son plan. Avec rapidité, il se rue sur le deuxième soldat, brandissant sa dague tranchante. Le pauvre homme, paniqué, ne comprend pas ce qui se passe. Lan-Tian lui décoche un violent coup de poing au visage, l'envoyant au sol. D'un bond agile, il saute dessus, le frappant à plusieurs reprises. La dague est effectivement très efficace, et Lan-Tian réussit à infliger un coup fatal au soldat. Ce dernier tombe, désespéré, pensant que c'est sa fin. Il demande alors à Lan-Tian s'il comprend la langue humaine. Effrayé, il implore la miséricorde, tentant de provoquer un quelconque remords chez le gobelin. Pour le manipuler, le soldat montre une photo de sa famille, disant qu'elle l'attend à la maison. Lan-Tian hésite un instant. Le soldat, sentant qu'il touche une corde sensible, affirme que Lan-Tian est intelligent et qu'il obéissait simplement aux ordres de l'ordre sacré. Il propose alors de conclure un accord. Il lui donnerait de l'or, des femmes jeunes, fraîches et sucrées. Tout cela en espérant distraire Lan-Tian et pouvoir riposter. Mais Lan-Tian, toujours lucide, ne se laisse pas piéger. Et comme un autre rat traître, le soldat tente de l'attaquer par surprise. En hurlant, il accuse Lan-Tian de bestialité. Bestial stupide, mais trop tard. Notre héros, furieux et déterminé, est prêt à achever son ennemi. Mais à la grande surprise du soldat, quelque chose d'inattendu se produit. En utilisant toute son agilité et sa dague puissante, Lan-Tian frappe le traître avant même qu'il ne l'atteigne. C'est ainsi que commence la première partie de sa vengeance. Notre protagoniste est plus déterminé que jamais à profiter de cette dernière chance de renaissance dans un monde où les humains l'ont trahi. Il devient de plus en plus confiant. Sa vengeance sera réussie. Puis, il entend la voix de l'AD à proximité. Croyant que le capitaine s'apprête à le capturer, il met immédiatement son plan en action. Il récupère les vêtements du soldat, sort du lieu et tient les habits entre ses mains. Lan-Tian murmure qu'il retrouvera bientôt l'AD et Ifrea. À ce moment précis, le Capitao et la Sainte arrivent sur les lieux où les gardes ont été vaincus. L'AD semble incrédule face à l'idée qu'un gobelin ait pu tuer deux soldats. Ifrea, quant à elle, soupçonne que ce monstre puisse être un mutant. Elle affirme que si c'est effectivement le cas, et que cette information se répand dans la ville, les conséquences seront désastreuses. Pied sur le corps inerte du soldat, l'AD exprime sa colère. « Tu es inutile, même pas capable de tuer un seul gobelin. » Ifrea, sadique et excitée, imagine déjà ce que pourrait offrir un gobelin muté. Elle dit avec un regard sombre qu'elle s'amusera beaucoup s'ils parviennent à mettre la main sur lui. En ce moment, nous suivons Lan-Tian dans la forêt, là où il a réussi à s'échapper. Le protagoniste respire un grand coup, soulagé de voir que son plan commence à fonctionner. Il se nourrit rapidement, affirmant qu'il gérera ses ennemis à sa manière gobeline, en usant de sa voracité pour renforcer ses statistiques et augmenter son influence. Avec un regard sombre et plein de haine, il jure que dans cette vie, le seul désir des hommes sera la mort et que chaque femme plairera à ses pieds. Observant les buissons qui bougent, notre héros se demande si l'AD et son groupe n'ont pas abandonné la chasse. Mais alors qu'il s'interroge, une silhouette capuchée surgit brusquement des fourrés. Sans attendre, Lan-Tian attaque l'intrus pour éviter un contre-attaque. Surprise, la personne glisse sur une pierre. Étonné, Lan-Tian découvre qu'il s'agit d'un autre gobelin. Incrédule, il observe cette créature, car c'est la première fois qu'il en croise une capable de parler clairement. Il est encore plus surpris lorsqu'il remarque que ce gobelin a des caractéristiques féminines. Or, dans le monde actuel, les gobelins sont uniquement des mâles, incapables de se reproduire entre eux. Intrigué, Lan-Tian reste sur ses gardes, conscient que cette créature cache peut-être quelque chose. La jeune gobeline, apeurée, supplie le garçon de ne pas la toucher et explique qu'elle est venue chercher de l'eau pour son chef. Sinon, elle recevra des coups jusqu'à ce qu'elle meure. Lan-Tian est perplexe,
Comment un gobelin peut-il prononcer des phrases complètes? Curieux, il examine les statistiques de la jeune femme et découvre un fait fascinant. Si un mâle gobelin s'accouple avec une femelle de la même espèce, il peut devenir un dieu gobelin. Lantian est stupéfait. Il comprend alors que s'il s'accouple avec cette fille, cela pourrait être sa meilleure opportunité pour devenir assez fort pour défier ses ennemis. La jeune gobeline, terrifiée mais courageuse, raconte qu'elle a été envoyée par son chef pour remplir cette mission. Elle est surprise de voir un gobelin lui parler et tente de calmer Lantian en lui disant que s'il continue à pleurer, il risque d'attirer Ladé et son groupe. Impressionnée, la jeune fille lui demande si lui aussi peut parler comme elle. Lantian répond oui. Il rappelle alors que les gobelins normaux ne parlent pas correctement, ce qui explique pourquoi cette créature n'a jamais vraiment communiqué avec les autres membres de sa tribu. Reconnaissante, elle dit au garçon qu'il est très gentil, car les autres gobelins la tuent ou l'insultent sans raison. Elle lui propose même de l'emmener dans leur village. Lantian voit là une nouvelle opportunité de s'affermir. Il est enthousiaste à l'idée de rencontrer une tribu entière de gobelins. Il demande à la jeune femme si elle est bien certaine qu'il y en ait une proche d'eux. Prudent, il n'est pas sûr que Ladé et son groupe ne le suivent toujours pas. Pour sa sécurité, il décide qu'il n'est pas encore le bon moment pour se diriger vers la tribu. Mais, fidèle à son plan de vengeance et désireux de s'affaiblir ses adversaires, il accepte finalement de suivre la jeune gobeline. Focalisé sur ses objectifs, il explique qu'il cherche à recruter des subordonnés pour sa cause. Il demande donc à la jeune femme de l'emmener chez sa tribu. À ce moment, nous voyons apparaître l'Aldea que la jeune fille avait mentionné. À la vue d'un intrus approchant, les gobelins restent curieux, observant de loin. Puis, de façon irrationnelle, ils commencent à moquer Lantian à cause de ses vêtements humains. Ils l'appellent d'un air méprisant, créature bizarre. Lantian voit là une opportunité parfaite pour commencer ses plans de vengeance. Déterminé à gagner la confiance des gobelins, notre héros déclare qu'il est venu rejoindre leur tribu et demande à ce qu'on appelle leur chef. Les petits monstres se moquent de lui, affirmant que le chef ne se montre pas simplement parce qu'un étranger le demande. Irritée, la nouvelle amie de Lantian crie aux gobelins, les suppliant de ne pas agir précipitamment et insistant sur le fait que le garçon n'est pas mauvais. Soudain, une voix puissante retentit. Pourquoi tout ce vacarme? Le chef des gobelins apparaît, furieux. Lantian, enthousiaste, examine rapidement ses statistiques et découvre, surpris, qu'il s'agit d'un gobelin de haut niveau. Le chef interroge la jeune femelle. « Es-tu celle qui a amené cet étranger ?» Elle répond qu'elle l'a conduit à leur village car il n'avait nulle part où aller. Le chef semble satisfait et remercie la femelle. Mais, contre toute attente, il ordonne immédiatement l'exécution de Lantian et de la jeune femme. La fille panique tandis que les gobelins se jettent sur eux. Rapidement, Lantian brandit sa dague elfique et crie qu'il s'est forgé des armes comme celle-ci. Si on lui en donne la chance, il rendra la tribu plus forte. Intrigué, le chef suspend l'attaque et s'approche. Lantian explique que s'il trouve du minerai de fer, il pourra créer des armes simples et avec le temps, bien plus puissantes. Il ajoute que ces armes permettront de vaincre non seulement des monstres, mais même des humains. Les gobelins, excités, crient leur approbation. De la viande fraîche. Plus besoin de se cacher. On pourra même manger des elfes. Ambitieux, le chef accorde 3 jours à Lantian pour trouver du minerai et fabriquer les armes. S'il échoue, il sera exécuté. La jeune femelle partagera son sort. Le chef part, laissant Lantian et la fille sous les regards menaçants des gobelins. Lantian serre la jeune femme contre lui, murmurant que le vieux chef est cruel de sacrifier même ses propres compagnons. Il doit gagner du temps et s'affermir. Avec quelques gobelins et sa nouvelle alliée, il commence à chercher du minerai de fer, comme ordonné. Mais la jeune femme, épuisée après une journée entière de marche, demande une pause. Un gobelin, furieux, la frappe violemment, l'insultant de laide et de paresseuse. Les autres suivent, la rouant de coups. Lantian intervient brutalement, jetant une pierre sur l'agresseur. « Je vous ai amené pour chercher du minerai, pas pour vous battre entre vous. » Il menace les gobelins avec sa dague. « Si vous voulez vivre, obéissez. Sinon, je vous tuerai tous. » Tremblant, les gobelins s'éloignent, mais menace, le chef ne te pardonnera pas, même si tu réussis. Lantian, anxieux, sait qu'ils ont raison. Même s'il réussit, sa survie reste incertaine. Il se tourne vers la jeune femme, se souvenant des paroles sur le gobelin divin. « Lua, murmure-t-il en prenant son visage entre ses mains, si tu acceptes de t'unir à moi, nous deviendrons invincibles. Je te protégerai, te nourrirai, et tu n'auras plus jamais à craindre ces monstres. » Lua, confuse mais désespérée, hoche la tête. Lantian ajoute, déterminé, « Je tiens toujours mes promesses. Mais pour l'instant, nous sommes trop faibles pour lutter. Aide-moi à devenir plus fort. » Lua, enthousiasmé par la perspective de ne plus être maltraité par ces horribles créatures, demande comment il pourrait se rapprocher. Lantian explique que si elle accepte d'avoir des enfants avec lui, cela les rendra plus forts. Il promet de prendre soin d'elle et de tout organiser. Confuse et embarrassée, Lua avoue qu'elle n'a jamais été avec un mâle. Déterminée à la convaincre, Lantian lui assure qu'elle n'a pas à s'inquiéter. Il s'occupera de tout.
Ensuite, quelque chose d'inhabituel se produit soudainement. L'ancien s'approche et embrasse Lune. Alors, notre protagoniste prend les mains de la jeune femme, décidée à commencer un jeu amical. Prête à aider son ami à devenir plus fort, Lune supplie l'ancien de lui permettre de porter ses enfants. Lorsqu'il tente de procréer avec la femelle, le système informe à l'homme rencarné qu'ils auront 7 enfants, ce qui augmentera son niveau maximum. Il apprend également que, grâce à cette élévation du plafond de niveau, il gagne en attribut 9 points supplémentaires d'attaque, 100 points de vie en plus, ainsi que 10 points de défense additionnels. Alors, l'ancien apparaît avec un physique complètement transformé après ses améliorations. Notre héros examine, enthousiaste, ses nouvelles statistiques de force et musculature. Paz affirme qu'il n'a pas seulement monté en niveau, mais aussi changé physiquement, et qu'à présent ils ont davantage de chances de vaincre le prêtre gobelin. Peu après, l'ancien se débarrasse de ses anciens vêtements, désormais trop petits. Notre protagoniste se ajuste à sa nouvelle compagne et lui dit qu'elle lui appartient dorénavant, qu'il la protégera comme il l'a promis. Lune, le regard amoureux, le qualifie alors de gentil. À cet instant, le couple se met sur ses gardes en entendant des cris de détresse provenant des gobelins qui cherchait des minerais de fer. Soudain, un immense loup magique surgit, attaquant une petite créature qui fuyait désespérément, tenant quelque chose dans ses bras. L'un est surpris de voir que les gobelins réussirent à trouver du minerai de fer. Cependant, il se sent inquiet en découvrant également le danger. Fidèle à sa promesse de protéger sa compagne, notre héros demande qu'elle l'attende pendant qu'il se dirige vers le loup magique. À ce moment-là, la bête gigantesque s'apprête à dévorer le petit monstre, tandis que notre protagoniste court rapidement vers elle, démontrant agilité et puissance. Avec son poignard extrêmement tranchant, l'un attaque et touche le loup à la gorge, sauvant ainsi le gobelin qui tenait le minerai. Après avoir été secouru, la petite créature s'arrête, tremblante de peur. On comprend alors que l'un a réussi à vaincre le loup d'un seul coup de son arme redoutable. À cet instant, on voit clairement que notre héros absorbe le pouvoir magique de la bête abattue. Il félicite ensuite le gobelin pour avoir trouvé le minerai. L'ancien lui dit que la qualité du matériau est bonne et ordonne qu'on en trouve davantage, précisant qu'ils créeront les armes au retour, une fois toute la matière première rassemblée. Le groupe retourne alors au village. Arrivé à la tribu, les gobelins sont émerveillés en réalisant que l'un a effectivement confectionné une arme efficace. À cet instant, le protagoniste fait une démonstration de la puissance de sa création, capable même de terrasser des bêtes sauvages. Puis, l'un présente au chef et aux gobelins une lance forgée avec le minerai de fer récolté dans la forêt. Enthousiaste, un des petits monstres, dont l'apparence avait changé grâce à sa propre montée de puissance lors de la chasse, affirme à la tribu avoir vu de ses yeux le garçon battre le loup magique et le sauver par la suite. Dans le but de gagner la confiance des gobelins, l'un brandit la lance et demande si tous veulent posséder une arme aussi puissante. Et tous répondent par l'affirmative en criant. À cet instant, le chef de la tribu semble contrarié face au succès du jeune homme. Reprenant le contrôle, il frappe le sol avec son bâton. Le prêtre déclare alors à l'ancien qu'il n'a effectivement pas menti, reconnaissant même que le jeune homme a réussi à produire des armes en fer. Cherchant à prouver que l'un n'est pas un héros, le chef ajoute que, s'il veut rester dans la tribu, ce ne sera pas facile. Il devra fabriquer 50 lances identiques en seulement 2 jours. Après que le chef exige une quantité presque impossible d'armes en si peu de temps, les gobelins murmurent entre eux, critiquant le garçon et le comparant aux humains. Pourtant, l'ancien semble content en percevant que son plan pour conquérir les petits monstres fonctionne. Pour la surprise du chef, le garçon parvient effectivement à livrer les 50 lances demandées dans les délais. L'ancien informe alors le leader que toutes les armes ont été achevées et distribuées à temps. Les gobelins célèbrent le succès du protagoniste. Apparemment satisfait de voir que le jeune homme a accompli une mission si difficile, le chef le félicite une fois de plus. Puis, le prêtre annonce à la tribu qu'un festin de viande sera organisé en l'honneur de l'intégration de l'ancien à la communauté, ce qui rend les gobelins euphoriques. Tout se déroule selon le plan du protagoniste. Tous sont heureux à l'idée de savourer un repas abondant en viande. C'est alors que l'une tend à l'un un morceau de viande rôtie, affirmant que c'est spécialement pour lui, offert personnellement par le prêtre. Notre héros accepte le cadeau et commence à déguster ce présent royal. Pourtant, peu après, quelque chose semble mal tourner. Le protagoniste commence à se sentir mal. Lune, inquiète, demande à l'ancien s'il allait bien, alors que le garçon étouffe après avoir mangé la viande. Rapidement, le chef de la tribu s'approche du couple, ce qui terrifie la jeune femme. Le dirigeant perfide l'appelle alors un imbécile d'avoir eu confiance en lui, affirmant qu'il avait découvert son ambition et que défier son autorité ne mènerait qu'à la mort. Ensuite, le chef pose sa main sur la tête de Lune, la retenant prisonnière, croyant Lina trop faible pour la défendre. Le
prêtre demande au garçon s'il tenait vraiment à cette femelle. Comprenant à quel point il se souciait de l'une, le chef déclare qu'il devrait profiter du spectacle. Il allait lui montrer comment elle aurait la gorge tranchée en la traitant de traîtresse. Décidé à mettre fin à ses jours pour lui donner une leçon, le chef affirme qu'il ferait cela justement pour enseigner à Linan à ne plus jamais se vanter en sa présence. Il semblait que la fin de l'une était arrivée, prise dans les griffes acérées du prêtre de la tribu. Pourtant, contre toute attente, Linan se relève brusquement et frappe violemment le bras du chef, laissant tout stupéfait, sauvant ainsi sa compagne. À cet instant, le leader, si sûr de lui quelques secondes plus tôt, semble pris de panique, tentant de comprendre comment un garçon affaibli par le poison avait réussi cet exploit. Sarcastique, Paz raille le vieillard, l'appelant stupide et traître d'être tombé dans son piège. L'ancien explique alors au prêtre qu'il savait depuis le début qu'il l'empoisonnerait et qu'il n'avait fait que jouer le jeu, feignant de tomber dans le mensonge pour mieux le tromper. En réalisant qu'il avait été berné par le jeune homme, le vieux chef entre en rage, mutilé, avec un bras en moins, et décidé à tuer l'ancien, il se jette sur le protagoniste. En même temps, notre héros se prépare à se défendre, démontrant une grande agilité. Il évite facilement l'attaque du vieil homme et riposte en infligeant un autre coup fatal au chef de la tribu. Il semblait que la tyrannie sanglante de ce vieux gobelin touchait à sa fin, et l'ancien, armé de sa dague redoutablement aiguisée, serait son exécuteur. Ainsi, après avoir esquivé l'assaut du chef, notre héros riposte en lui tranchant la tête. La tyrannie de ce gobelin cruel prend fin à jamais. En voyant leur leader décapité, tous les petits monstres sont saisis de panique, ne sachant plus quoi faire. Alors, Linan s'approche des gobelins, désormais encore plus effrayés, et prononce des mots importants. Le protagoniste déclare que, à partir de ce moment, il deviendrait le nouveau chef de cette tribu. L'ancien informe les créatures qu'il les mènerait à attaquer les elfes et les humains, levant fièrement sa dague puissante. Le nouveau chef leur promet qu'ils auraient de la viande en abondance sous sa direction. À ces paroles, les gobelins deviennent euphoriques face aux promesses du nouveau leader et commencent à applaudir avec ferveur. Puis, l'un pointe le corps du vieil homme et l'offre à ses nouveaux soldats comme cadeau de célébration. Rapidement, les petites créatures courent vers le cadavre du traître, irrationnel et affamé, dévorant le corps de l'ancien tyran. Déterminé, l'un déclare que conquérir la tribu des gobelins n'était que le début de sa vengeance. Ensuite, il forcerait les elfes à produire une génération plus forte pour sa propre tribu. Cependant, quelque chose semblait les pieds discrètement, dissimulé dans les buissons. Alors, on découvre qu'il s'agit d'une magnifique elfe qui espionnait les alentours de la forêt, stupéfaite devant tout ce qui venait de se produire. À cet instant, apparaît une construction fascinante perchée dans un arbre, entourée de nombreux gobelins pendus, comme un avertissement aux intrus. Une jeune fille exprime sa joie en voyant que sa princesse est rentrée chez elle. On comprend alors que l'espionne n'est autre qu'une princesse elfe. La demoiselle demande à sa supérieure d'attendre, car sa matriarche est occupée. Mais la jeune elfe insiste, affirmant avoir un rapport urgent à transmettre. Ensuite, la princesse ouvre la porte des appartements de sa mère, disant qu'elle a quelque chose d'important à annoncer. Dans la forêt magique de l'Est, elle découvre alors quelque chose d'inhabituel. En entrant, Kasana voit la reine en pleine séduction, courtisée par plusieurs elfes mâles. À cet instant, la princesse rougit de gêne en assistant à cette scène indécente de sa propre mère, alors que le danger approchait. Avant que Kasana ne quitte la pièce, la reine lui demande de rester et de dire ce qui était si urgent pour qu'elle ose entrer ainsi. La princesse répond alors à sa mère qu'elle a un rapport important concernant la tribu gobeline dans la forêt. Curieuse et hautaine, la reine demande à sa fille ce qui pouvait être si urgent concernant des créatures faibles et répugnantes, faisant référence aux petits monstres. Ensuite, la princesse informe sa mère avoir trouvé un grand ours noir complètement dévoré dans la forêt magique, sans croire que les gobelins en étaient capables. Kasana ajoute aussi avoir vu, quelques jours plus tôt, l'ancien chef de la tribu gobeline être tué par un mystérieux jeune homme, et pense que cela pourrait être lié. Il semble alors que la mère de la princesse n'a écouté que le fait qu'un nouveau chef dirigeait le village. Très arrogante, la reine ordonne à sa fille d'emmener quelques soldats elfes et d'organiser une opération pour gérer cette menace potentielle, tout en précisant de ne pas tous les tuer d'un coup. Elle caresse au passage un des mâles présents dans la pièce. La belle et puissante dirigeante des elfes explique à Kasana que les cœurs des gobelins sont des ingrédients précieux utilisés dans les potions de leur tribu. Une fois de plus, la princesse elfe rougit de gêne face aux propos de sa mère, mais répond comprendre parfaitement l'importance de garder certains monstres vivants. Alors, la reine dit à sa fille qu'elle avait travaillé dur ces dernières années et lui propose comme récompense un elfe pour satisfaire ses désirs, ou même plusieurs, si elle le souhaite. Gênée par les propositions audacieuses de sa mère, la princesse salue la reine et quitte la chambre, affirmant qu'elle enquêtera la nuit même et reviendra faire son rapport si nécessaire. Pendant ce temps, les gobelins planifient leur attaque en dessinant une carte rudimentaire avec des branches comme repères. Linan estime que la forêt des 1000 merveilles compte environ 30 habitations perchées dans les arbres. Content du bon travail accompli par son meilleur soldat,
soldats, le nouveau chef annonce que, lors de la conquête des elfes, il recevra 2 elfes en récompense, ce qui le rend euphorique. Enthousiaste devant les promesses du chef, le bras droit de l'un affirme qu'il donnera l'ordre aux autres gobelins de préparer leurs armes. Alors, le nouveau leader commence à organiser ses stratégies offensives en se basant sur les informations fournies. L'un évalue qu'il y a 2 elfes par maison, soit un total de 70 adversaires, incluant les 10 postés dans les mines pour surveiller les ressources. Avec l'objectif de rendre sa tribu encore plus forte, notre protagoniste déclare aux gobelins qu'à partir de maintenant, ils chasseront dans la forêt magique, provoquant des cris de joie chez les petits monstres. Ainsi, le héros parvient à améliorer ses attributs, notamment sa rapidité, et acquiert une variété de nouvelles compétences. De la même manière, les gobelins deviennent progressivement plus puissants grâce à leur chasse régulière dans la forêt enchantée. Lua et l'un chassent ensemble divers monstres magiques, accumulant différentes capacités et renforçant peu à peu leur force. À ce moment-là, les gobelins commencent à utiliser des tactiques collectives pour capturer des créatures plus grandes, obtenant ainsi des bonus statistiques en groupe. Grâce à leur capacité à digérer les monstres vaincus, la tribu progresse beaucoup, atteignant le niveau 18 en moyenne, avec une puissance totale de 250. Stratégiquement, l'un analyse les données et conclut que chaque elfe possède environ 2 sens de force. Selon lui, la puissance globale de la tribu gobeline a déjà surpassé celle des elfes. Cependant, prudent car il s'agit d'un territoire ennemi, l'un décide d'utiliser le système pour simuler une attaque et étudier les résultats probables. Après sa demande, la simulation commence. Notre héros mène l'armée gobeline, désormais bien plus forte, dans une offensive contre les elfes, plein de confiance quant à la réussite de l'opération. Mais, en raison de sa trop grande assurance, le groupe tombe dans une embuscade et est entièrement anéanti. Le protagoniste est capturé par la matriarche des elfes et pendu dans la forêt des 1000 merveilles, en guise d'avertissement pour les autres gobelins. En résumé, le système indique que Linan pensait tout contrôler, alors qu'en réalité, il était manipulé par les elfes. Incrédule, le garçon refuse d'accepter ce résultat après avoir vu les données de la simulation. C'est alors qu'il réalise que la tribu gobeline était constamment surveillée, ce qui a permis aux elfes de préparer l'embuscade avec succès. Stratégique, le nouveau chef rappelle à ses troupes que les gobelins ont une ouïe et un odorat très développés et demande à tous de rester concentrés pour retrouver la trace de l'espion. Peu après, l'un détecte quelque chose caché dans la forêt grâce à son pouvoir magique. Il découvre l'espion derrière un arbre, pendant une nuit éclairée par la lune, sans que ceux-ci remarquent que leur position a été repérée. La princesse et ses soldats s'éloignent rapidement dans le but d'informer la matriarche d'une possible invasion. Soudain, plusieurs flèches brillantes fusent en direction des fuyards. À la surprise générale, une d'elles frappe la princesse directement dans les fesses. Alors, Kasana hurle, désespérée, incrédule d'avoir été capturée. Peu après, elle tombe au sol. Cette belle princesse est prise de panique en réalisant qu'elle est paralysée par la flèche, tout comme ses soldats. Pendant ce temps, les gobelins félicitent Linan pour avoir touché une elfe. Inquiet, Paz se demande si le corps de la prisonnière ne semble pas étrange à cause du poison. Sarcastique, l'un s'adresse à la princesse, affirmant qu'il ne pensait pas que ce serait aussi facile de les capturer. Content que son plan se déroule encore mieux que prévu, notre héros dit à Kasana qu'ils sont arrivés pile au bon moment. Alors, le nouveau leader des gobelins ordonne qu'on ramène tous les elfes capturés devant lui jusqu'à la tribu. Déjà dans le village, un des petits monstres crie qu'il faut jeter de l'eau sur l'elfe, annonçant que le chef est arrivé. À cet instant, on voit Kasana complètement affaibli. L'ancien s'approche de la princesse et explique que, apparemment, les fluides corporels des gobelins ont un effet spécial. Ils provoquent paralysie et excitation chez les femelles. Cela augmente leurs chances contre les elfes, dont la société est matriarcale. Furieuse mais faible, la princesse demande comment des créatures si répugnantes osent capturer sa personne et encore moins planifier une attaque contre sa propre tribu. Kasana affirme à l'ancien que sans la miséricorde de la matriarche, tous les gobelins auraient déjà été exterminés par les elfes, et si elle est blessée, sa mère ne leur pardonnera jamais. Sarcastique et confiant dans son pouvoir, le protagoniste raille la princesse. Ensuite, il la jette au sol, disant trouver amusant qu'elle ait parlé de miséricorde. L'un ajoute, alors que les elfes dont elle parle et ceux mentionnés par ses subordonnés semblent bien différents. Ces soldats peuvent être stupides, mais ils ne mentent pas. À cet instant, le garçon déclare à Kasana que sa tribu aurait pu anéantir tous les gobelins de la forêt, mais qu'il y en a encore beaucoup vivants, et qu'il ne croit pas que cela soit dû à de la clémence. Confiant dans la victoire, l'un dit à la princesse qu'elle n'a plus besoin de parler, car la nuit même, la tribu gobeline ira vers les elfes pour découvrir la vérité. Le héros ordonne ensuite à ses soldats qu'ils peuvent diviser les 2 prisonniers tués et digérer leurs compétences. Alors, le chef des monstres regarde la princesse droit dans les yeux et lui dit ce qu'il compte faire d'elle. Sans imaginer ce qui va suivre, Kasana supplie, désespérée, implorant pitié.
pitié, mais elle sera bientôt la prochaine victime du futur dieu gobelin. Après avoir joué avec la princesse, les statistiques de l'un augmentent, lui offrant de nouvelles compétences. Déjà dans la tribu elfe, il semble que la matriarche soit insatiable, et ses sujets crient à bout de force, clamant qu'ils ne peuvent plus continuer à la satisfaire depuis que le tonique a disparu. Alors, la reine répond qu'ils auraient dû capturer davantage de gobelins lors de leur dernière chasse. À cet instant, on voit ses serviteurs exténués, épuisés de satisfaire les moindres caprices de leurs dirigeants. Elle pose alors une question à un autre elfe concernant Kasana, qui répond qu'elle n'est toujours pas revenue. Le même soldat demande à la mère de la tribu si elle souhaite qu'on parte à la recherche de sa fille, profitant pour éliminer quelques gobelins et ainsi augmenter le niveau des guerriers. Inquiète, la matriarche accepte la proposition de son subordonné, lui ordonnant d'emmener quelques soldats pour soutenir Kasana face à la tribu des monstres. Soudain, quelqu'un arrive en criant que la fille de la reine ne reviendra pas, la laissant terrifiée sans savoir de qui il s'agit. À cet instant, dans l'obscurité, apparaît l'ancien, lançant des flèches en direction de Rim, un soldat de la matriarche, l'atteignant en plein front. Désespérée, la reine réussit à attraper la flèche avant qu'elle ne l'atteigne. Accompagné de ses fidèles soldats, l'un s'avance vers la reine, déclarant qu'il a capturé sa fille et que très bientôt, Kasana portera ses enfants. Sarcastique, notre protagoniste affirme à la matriarche que, désormais, ils formeront une famille. La reine semble peu encline à se rendre facilement et décide de saisir une épée dans une tentative de défendre son peuple. La matriarche demande alors à l'ancien ce qu'il a fait à sa fille. Une fois de plus, le jeune homme se moque de la souveraine furieuse. Alors, la reine charge vers le garçon, jurant qu'elle le tuera. Mais l'un esquive aisément son assaut. Il informe alors la reine que la tribu est déjà encerclée, et que si elle se rend, peut-être sera-t-elle traitée avec clémence. Ensuite, la magnifique matriarche elfe est paralysée par le poison gobelin. L'ancien explique alors à la reine que la flèche qui l'a touchée était enduite du fluide des monstres, provoquant paralysie chez les elfes, et la conseille de rester tranquille. À cet instant, la matriarche saliente réalise qu'elle a été capturée avec une facilité déconcertante. L'un s'adresse à la reine, lui rappelant avoir entendu ses paroles sur les outils d'amélioration et les toniques d'excitation, et comprend enfin le véritable usage des gobelins pour les elfes. Face à la lame de son futur maître, la matriarche croit se trouver devant ce nouveau chef de tribu dont Kasana lui avait parlé, mais auquel elle n'avait pas prêté attention. Ensuite, la reine est prise de panique en entendant des cris de détresse venant de l'extérieur de sa maison perchée. L'ancien lui dit alors que le temps de décider est bientôt écoulé. Le jeune homme conduit alors la mère de la tribu jusqu'à la fenêtre pour qu'elle constate qu'il ne plaisante pas. Il lui explique que c'est le moment de parler coopération. À cet instant, la reine reste incrédule devant ce qu'elle voit depuis sa chambre. Les elfes hurlent, suppliant la matriarche de les sauver, affirmant qu'ils ne veulent pas être emmenés par les gobelins, ce qui rend la souveraine de plus en plus désespérée. Furieuse, la reine demande à l'un ce qu'il a fait à sa tribu. Le garçon répond calmement que, désormais, les monstres ne sont plus inférieurs aux elfes. Paz ajoute que lorsque sa propre tribu était puissante, ils éliminaient les gobelins, et que c'est donc naturel que ces derniers cherchent vengeance lorsqu'ils deviennent encore plus forts. L'ancien explique ensuite qu'il a besoin de guerriers gobelins forts, et c'est pourquoi il a encore besoin des elfes. Quant à leur sort après avoir été utilisés, cela dépendra entièrement de l'attitude de la mère de la tribu. Enfin, la reine se résigne, implorant pitié pour que ses enfants soient épargnés, demandant à tous de pouvoir vivre. Définitivement, la matriarche s'agenouille devant l'ancien. Notre magnifique reine accepte alors de rester et de permettre à ses filles elfes de porter des enfants avec les gobelins, renforçant ainsi la tribu. Pendant ce temps, dans le village gobelin, Kasana est anéantie en voyant même sa propre mère capturée. À cet instant, la reine s'excuse auprès de sa fille de ne pas avoir cru possible une défaite. La matriarche explique alors qu'à ce moment-là, il n'y avait que des femmes et des enfants pour défendre la tribu, afin de préserver la lignée elfique. Ensuite, la reine affirme que toutes les elfes avaient déjà joué avec les gobelins, apaisant sa fille. Elle conclut en disant qu'à partir de maintenant, elles ne pourront survivre qu'en vivant sous la protection de la tribu gobeline. Censé, l'un informe alors la reine et sa fille qu'il prendra soin de tout le monde, garantissant 3 repas par jour. Toutefois, s'ils nourrissent d'autres intentions, il ne faut pas le blâmer si, pour protéger sa tribu, il se montre cruel et les élimine. La matriarche comprend parfaitement le message. Ensuite, la reine s'approche de l'ancien et lui fait une requête. Elle lui dit que tous sont ses enfants et lui demande s'il pourrait prendre soin d'eux. À cet instant, l'une apparaît, ayant du mal à s'occuper de tant d'enfants elfes et gobelins mélangés. L'ancien comprend alors que la matriarche agit ainsi à cause de l'attribut illimité d'amour maternel que possèdent les elfes. Luna appelle alors le chef de la tribu, disant qu'elle ne peut pas s'occuper de tous ses enfants seuls. L'ancien décide alors d'accéder à la demande de la matriarche, laissant celle-ci s'occuper des jeunes elfes, sachant qu'un jour ces bébés offriront une force considérable
considérable à la tribu. Avec l'objectif de se fortifier, notre héros utilise le système pour visualiser ses statistiques. En analysant ces données, il se demande si sa qualification a déjà été débloquée pour atteindre le niveau suprême, car récemment ses valeurs ont été converties en attributs. À cet instant, notre protagoniste conclut qu'actuellement, il n'a besoin que de continuer à avoir des enfants pour augmenter directement sa puissance. En regardant sa tribu et constatant que tout se déroule selon ses plans, l'ancien est certain que sa force actuelle est suffisante pour réussir à vaincre l'Udir. Peu à peu, des bébés elfes naissent, certains ressemblant déjà à des gobelins. Cependant, après l'accouchement, les elfes tombent dans un état de nausée, exigeant qu'on éloigne ces monstrueux petits d'ailes. Le protagoniste demande alors à l'une combien de bébés sont déjà nés, et elle répond entre 30 et 40. Peu après, Kasana apparaît, désespérée et souffrant terriblement. Lynn semble soudain inquiet en voyant la princesse, qui est enceinte de lui. Rapidement, notre protagoniste s'approche de la jeune femme, qui hurle de douleur à cause de l'accouchement. Pendant ce temps, la reine tente d'aider sa fille comme elle peut, suppliant Kasana de ne pas paniquer et craignant pour la vie de son enfant aîné. La matriarche implore alors l'ancien de venir en aide à la princesse, car ce serait la première fois qu'elle donnerait naissance à un enfant. Dans le but d'aider, et également soucieux de la santé de la princesse et de son bébé, le garçon demande à l'une d'écarter les jambes de la princesse. En voyant que le garçon allait réellement aider sa fille a cessé de souffrir, la matriarche lui demande s'il sait vraiment comment pratiquer un accouchement. Il répond qu'il comprend assez bien. Cependant, Kasana, incrédule face à l'idée que l'ancien puisse l'aider, affirme qu'elle ne veut absolument pas qu'il la touche. Alors, irrité par l'attitude de la jeune femme, notre protagoniste ordonne sèchement qu'elle se taise, disant que ses enfants sont aussi les siens. Finalement, le jeune homme réussit à réaliser l'accouchement, annonçant que la princesse va bien désormais. L'une félicite l'un pour sa remarquable performance en sauvant la vie de Kasana. Modestement, il répond qu'il n'a rien fait d'extraordinaire. Peu après, quelque chose attire l'attention du couple, des cris provenant d'une autre fenêtre. Alors, l'ancien découvre les gobelins dans un état de panique, entourant une elfe qui venait tout juste d'accoucher. À cet instant, quelque chose d'inhabituel se produit. L'ancien, sa dague à la main et accompagné de la matriarche, se dirige rapidement vers la cage où les gobelins tentaient de forcer l'elfe à sortir. Il leur ordonne de s'arrêter, expliquant qu'ils doivent attendre que les femelles se remettent complètement de leur accouchement, faute de quoi ils subiront des conséquences. À cet instant, le garçon donne un nouvel ordre. À partir de maintenant, chaque elfe recevra une portion supplémentaire de fruits en plus de leur ration habituelle. Émerveillé par l'attitude de l'ancien, la matriarche déclare qu'il est vraiment différent des gobelins ordinaires. Il répond simplement que plus ils coopèrent, meilleur sera le traitement qu'ils recevront. Encore une fois, notre héros décide d'utiliser le système pour visualiser comment pourrait se dérouler son plan de vengeance à partir de ce moment. Le système informe alors que, après beaucoup d'efforts, l'un a conquis la tribu des elfes, a rendu toutes les femelles enceintes, et celles-ci ont donné naissance à des gobelins dotés d'attributs plus puissants. En voyant l'augmentation du nombre de membres dans la tribu, le garçon décide de passer à l'étape suivante, venger ses ancêtres contre l'odeur et les autres. Il se dirige seul vers Bright Town et localise le groupe ennemi grâce aux informations fournies. Après avoir lancé la simulation, le système propose 3 options différentes à notre héros, chacune avec une évaluation distincte selon la méthode employée. Linan commence à se demander s'il les a vraiment trouvées et se rappelle que sa force actuelle est presque égale à celle de l'odeur, il ne peut donc pas sous-estimer ses adversaires. Croyant que ses attributs actuels lui permettent de vaincre l'odeur facilement, notre protagoniste choisit de tester l'option 1, agir seul contre les ennemis. Le système indique alors que, finalement, l'ancien trouve l'odeur et est sur le point de le tuer, mais à cet instant précis, la maîtresse du capitaine apparaît. Malheureusement, la sainte de l'épée humaine sauve leur l'odeur, et le garçon est tué par celle qui vient secourir son ennemi. Le groupe retourne ensuite à la capitale, et plus personne ne les reverra jamais. En résumé, lorsqu'il affronte la sainte de l'épée, aucune chance de fuite n'existe. Tian devra être plus prudent à partir de ce moment. À cet instant, le garçon reste abasourdi devant les informations obtenues via la simulation, essayant de comprendre pourquoi une force aussi puissante apparaîtrait dans un lieu si insignifiant. L'un regarde alors la matriarche, et plus il y pense, plus il sent qu'il doit accélérer son processus de renforcement maximal. Incapable de voir d'autres solutions, il prend sa décision et agit. Il informe l'une qu'il doit se rendre seul sur le territoire humain pendant quelques jours, et lui confie la responsabilité de la tribu. Cependant, la reine s'inquiète au cas où le garçon serait tué. Le chef rassure alors la matriarche en lui disant qu'elle connaît déjà bien ses anciennes relations avec les humains. Inattendu, la mère des elfes propose alors de lui lancer un sort de discrétion. Satisfait, l'un dit à la reine que c'est exactement ce qu'il espérait entendre, et il montre clairement son enthousiasme face à cette aide spontanée de son allié. Le protagoniste ajoute qu'il ne s'attendait pas à ce qu'elle se préoccupe autant pour sa sécurité. Elle répond simplement qu'elle craint ce qui pourrait arriver si le garçon mourait, laissant les gobelins sans leader, et que cela n'aurait aucun intérêt pour son propre peuple. La reine rappelle à l'ancien que tous ses enfants vivent désormais dans cette aldéa,
et que si le garçon revient vivant, tous seront en sécurité. Accompagnée de la matriarche, l'une promet au héros qu'elle prendra soin de la tribu en son absence, tandis que le garçon part accomplir son objectif. Quelques instants plus tard, il arrive dans la ville brillante, où la population circule tranquillement et où certains soldats patrouillent les rues. Il semblerait que ce soit une équipe de surveillance assurant la sécurité du lieu. En voyant tant de soldats garder la ville, Linan commence à se demander si la sainte de l'épée était déjà arrivée. Cependant, notre héros se souvient qu'il avait passé toute la journée à collecter des informations sans entendre parler d'elle. Étrangement, il commence à trouver bizarre tout ce déploiement de patrouilles. Ensuite, Linan observe que plusieurs personnes se dirigent rapidement vers le même endroit. Le garçon s'y rend alors et découvre un attroupement en regardant le classement des équipes d'aventuriers de la ville brillante. À cet instant, on voit que l'odeur occupe la première place du classement. Linan commence à se demander si le lore a vraiment progressé en puissance pour être en tête du classement. Onoso protagonista entend qu'il doit se dépêcher et trouver plus d'indices, sinon son plano de vengeance ira fracasser. En passant devant une taverne, il entend quelqu'un dire que tout le monde peut boire gratuitement ce soir et qu'ils ont l'intention de continuer jusqu'à ne plus tenir debout. Soudain, quelque chose attire l'attention du garçon, qui s'arrête brusquement en reconnaissant cette voix. Satisfait d'avoir enfin trouvé sa cible, notre héros sourit largement. En entrant dans la taverne, Linan tombe sur l'odeur, buvant comme s'il n'avait aucun souci au monde. À cet instant, un compagnon du leur commence à le féliciter, rappelant comment lui et Freya l'ont sauvé du singe à 4 bras. La jeune femme insiste sur à quel point le capitaine est extraordinaire. Puis, un membre de l'équipe Bosch intervient, disant à l'homme que c'est ridicule de se vanter d'avoir battu une créature aussi insignifiante qu'un petit monstre faible. Furieux, le camarade de l'odeur ordonne à l'autre de partir et de cesser de dire des bêtises. Les deux hommes ressemblent à des enfants se disputant. Le membre de Bosch affirme qu'il le rosera même si ce dernier fait partie d'une équipe d'héros. Impatient, le propriétaire de la taverne intervient. Récemment, les dragons sont entrés en période de reproduction et capture du bétail. Puisque vous êtes forts, dit-il, allez les arrêter. Cette information attire immédiatement l'attention de l'Intien, qui était en train de boire discrètement. L'homme renchérit. Si les dragons maléfiques attaquent la ville brillante et que la capitale n'envoie pas de renfort à temps, les aventuriers ne pourront pas repousser l'invasion. Tout le monde serait alors confronté à l'obscurité. Confiant, l'odeur décide de révéler qu'il n'y a rien à craindre, car il a personnellement appelé sa maîtresse la sainte de l'épée et ensemble, ils vaincront les dragons. À ces mots, tous les guerriers présents dans la taverne restent bouche bée, impressionnés par l'influence du capitaine auprès d'une personne si puissante. Euphoriques, les soldats commencent à féliciter l'odeur, affirmant que s'il réussit, il sera nommé héros de la ville brillante. Le capitaine se lève alors, déclarant qu'il offrira à tous une tournée générale en prévision de la victoire, célébrant à l'avance l'arrivée de la sainte et la destruction des dragons. Après avoir entendu toutes ces informations, Linan y voit une opportunité parfaite pour attaquer ses ennemis en utilisant justement l'arrivée des bêtes dans la ville. Il quitte les lieux discrètement. L'air, voyant le garçon sortir même après avoir annoncé qu'il paierait toutes les boissons, demande à l'un s'il ne compte pas rester pour boire. Direct, le protagoniste répond non. D'un ton froid, Linan dit à l'odeur qu'il y aura d'autres occasions à l'avenir. Le capitaine trouve bizarre qu'un inconnu refuse une offre gratuite d'alcool. La ville brillante est décorée, attendant l'arrivée de la sainte de l'épée. À cet instant, on voit l'odeur approcher de sa maîtresse, qui médite dans un temple. Le capitaine informe la sainte de l'épée que la distance à laquelle le dragon malin vole autour de la ville diminue de jour en jour, probablement une attaque imminente. Après ces paroles, sa maîtresse saisit son arme et commence à se lever. La sainte de l'épée demande alors à son disciple comment avance la tâche qu'elle lui avait confiée. L'odeur répond que les 10 bestiaux mécaniques destinés à combattre les dragons ont été construits selon les plans donnés par sa maîtresse, ajoutant que si quoi que ce soit tourne mal, ce sera sa propre réputation qui en pâtira. En sortant du temple, le capitaine et la sainte sont accueillis par une foule admirative, stupéfaite de voir une figure aussi majestueuse et puissante. D'un point de vue stratégique, la maîtresse dit à l'odeur que ce moment est spécial, puis demande pourquoi tout le monde reste figé, ordonnant à tous de se préparer pour la bataille. Comme prévu, quelque chose s'approche de la ville brillante. Une immense créature volante apparaît, tenant déjà un habitant entre ses griffes, tandis que les gens courent désespérément dans tous les sens. La sainte informe alors qu'il s'agit d'un dragon éclaireur. À cet instant, la maîtresse explique que lorsque celui-ci apparaît, il attire toute la horde derrière lui. Elle ordonne à l'odeur de rassembler ses compagnons et de la suivre jusqu'aux murailles. Peu après, un gobelin arrive vers l'ancien, l'informant qu'un dragon vient d'apparaître dans la ville. Le petit monstre dit au chef qu'il a vérifié les lieux et qu'il y a beaucoup de soldats sur les remparts, demandant ce qu'il doit faire. Froid et calculateur, Linan informe que l'heure d'attaquer ses ennemis approche. Pour l'instant, ils vont attendre. Véritable stratège,
le protagoniste, accompagné de ses nombreux gobelins hautement entraînés, déclare alors « C'est l'heure de profiter du spectacle ». À cet instant, plusieurs dragons foncent droit sur la ville brillante. Pourtant, contre toute attente, un rayon de lumière frappe violemment l'aile d'une des créatures volantes. L'odeur et Freya sont stupéfaits en voyant à quel point ces armes peuvent être puissantes. Alors, après avoir touché le dragon et démontré comment utiliser la baliste, la sainte de l'épée demande au soldat s'il avait bien compris son fonctionnement. Ensuite, tous les guerriers se préparent pour attaquer les créatures volantes en utilisant les armes offertes par leur maîtresse. Rapidement, les dragons commencent à tomber un par un, touchés par les balistes. À cet instant, les guerriers entament une célébration, émerveillés par l'efficacité des armes contre les redoutables créatures. Cependant, quelque chose attire soudainement l'attention de tout le monde, une présence extrêmement puissante approche de la ville brillante. Les gens tombent à genoux, se plaignant de violentes douleurs à la tête. L'odeur et Freya sont pris de panique. Ils semblent savoir exactement quel monstre arrive. Enfin, nous découvrons la mère dragon, or et pour, tandis que les soldats restent figés, affirmant que ces armes ne suffiraient pas à la vaincre. Fixant la ville d'un regard meurtrier, la bête semble furieuse. Puis, la mère des dragons se prépare à lancer une attaque dévastatrice. Rapidement, cette immense créature projette un souffle ardent en direction des murailles. À cet instant, tous les soldats qui utilisaient les balistes pour abattre les dragons commencent à fuir en hurlant que la ville va tomber. Pourtant, quelque chose d'inhabituel se produit. Un puissant cercle magique apparaît, accompagné d'une voix demandant à tout le monde de ne pas céder à la panique. La sainte entre alors en action, affirmant qu'elle combattra personnellement la mère dragon, ordonnant aux autres de continuer à défendre la cité. Étonnamment, la maîtresse crée un gigantesque bouclier magique grâce à sa lame sacrée. À cet instant, on constate que la barrière formée par la sainte non seulement arrête l'attaque de la mère dragon, mais empêche également les autres créatures de poursuivre leur assaut contre les remparts. L'ancien, prudent et attendant patiemment le bon moment pour agir, observe la bataille depuis le sommet d'une montagne. Notre héros n'est pas surpris que la sainte ait réussi à protéger la ville contre l'assaut de la mère dragon. Il connaît parfaitement ses statistiques, mais il admire néanmoins la force colossale démontrée par la créature lors de son arrivée. À cet instant, l'un visualise les impressionnantes statistiques de la sainte de l'épée, comprenant pourquoi elle est capable de contrer si facilement l'attaque du dragon géant. Alors, notre protagoniste souligne que la maîtresse de l'odeur est véritablement très puissante, ce qui le rassure sur le fait qu'il n'aura pas à l'affronter directement dans sa vengeance. L'un affirme que la mère dragon est plus faible que la sainte, mais qu'elle possède une meilleure résistance. Il explique que même si la maîtresse peut frapper la bête avec son épée, elle aura beaucoup de mal à la vaincre complètement. En voyant que la sainte est occupée à combattre la mère dragon, l'ancien déclare que c'est là la chance dorée qu'il attendait. Déterminé, notre héros affirme que le moment tant attendu pour se venger de la race humaine est enfin arrivé. Il ordonne alors aux gobelins de suivre le plan, infiltrer la ville pendant que celle-ci est sous l'attaque des dragons, sans que personne soupçonne un autre danger. L'odeur affirme que ces créatures volantes seront difficiles à gérer, mais qu'il doit remercier les enseignements de sa maîtresse. Le capitaine ajoute que, grâce à sa professeure, il est désormais un véritable tueur de dragons. Ensuite, à la surprise de l'odeur, un habitant arrive en courant, désespéré, criant que les gobelins sont en train d'envahir la ville. À cet instant, on voit l'équipe du capitaine combattre les dragons, tandis que l'odeur insiste sur le fait que les monstrinos peuvent être stupides, mais pas assez idiots pour attaquer la capitale en ce moment. Pour la surprise de Valan, un autre villageois surgit en courant, poursuivi par plusieurs gobelins. Finalement, en voyant les monstres, le capitaine passe à l'action comme un vrai héros. L'odeur ordonne à ses compagnons de s'occuper des dragons restants, tandis qu'il part avec Freya affronter les golems. À cet instant, on voit un gobelin s'enfuir en apercevant les héros de la ville se diriger vers lui. Furieux, Lodé hurle au monstre de ne pas fuir, mais il semble que les gobelins avaient prévu cette fuite inattendue. Finalement, Lodé et Freya sont capturés par les monstres, conformément au plan de l'ancien. Dans une tentative de les libérer, les compagnons du capitaine, Greton, annoncent qu'ils viennent les sauver, mais ils ne réussissent pas à s'approcher à cause de la quantité de gobelins qui entourent les prisonniers. Inopinément, le vengeur lin arrive discrètement au milieu de la bataille, sans que les guerriers ne le remarquent. Lodé essaie d'avertir ses alliés du danger approchant derrière eux, mais avant même qu'ils ne puissent réagir, l'ancien les élimine facilement avec sa dague incroyablement tranchante. À cet instant, Loden et la donzelle sainte sont saisis de terreur en voyant un gobelin terrasser leur camarade avec une telle agilité. Sarcastique, notre héros s'approche en raillant les deux prisonniers, disant qu'il n'arrivait pas à croire qu'ils aient été capturés aussi facilement.
Brave et furieux en voyant ses guerriers être éliminés, l'odeur crie qu'il va tuer tous les gobelins immondes. Cependant, l'ancien donne un violent coup de pied au capitaine, lui disant de regarder autour de lui avant de dire des bêtises. Notre héros ordonne alors au monstre d'emmener l'odeur et Freya par les égouts pour quitter la ville, tandis que le reste du groupe doit se diriger vers les murailles afin de détruire les arbalétriers. Au milieu de la bataille contre la mère dragon, la sainte de l'épée entend des cris de détresse venant de la capitale. Elle n'arrive pas à croire que les gobelins sont en train d'attaquer à ce moment précis. À cet instant, cette immense créature sombre se moque de la maîtresse de l'odeur, affirmant qu'ils sont désormais dans une situation difficile. La mère des dragons et la sainte de l'épée s'affrontent dans un combat incessant, démontrant leur puissance respective. La reine des bêtes-rats est la guerrière humaine, mais la maîtresse de l'odeur lui demande si elle est fatiguée, puis l'attaque avec une force dévastatrice, la mettant en difficulté. Dominant le combat, la sainte affirme que la mère dragon est pratiquement vaincue et se demande si les guerriers ont déjà réussi à gérer les autres dragons ainsi que les gobelins. Soudain, une grande explosion secoue les murailles. Tout ce chaos attire immédiatement l'attention de la sainte, ainsi que de la mère dragon, qui était presque terrassée. Cette dernière sourit cruellement, affirmant que les monstres sont arrivés au bon moment. En réalisant que la sauveuse de la ville brillante est distraite, la reine des créatures s'échappe rapidement. Avant de partir, elle jure à la guerrière qu'une fois remise, elle ne lui pardonnera pas, laissant la puissante combattante furieuse d'avoir permis à cette bête gigantesque de fuir. Remplie de colère pour n'avoir pas réussi à achever la reine des dragons, la sauveuse déclare qu'elle ira jusqu'à l'île des dragons tôt ou tard et qu'elle exterminera tout le monde. Après que tout le chaos dans la ville soit terminé, la sainte retourne sur le sol, irritée en constatant que l'odeur et son groupe n'ont même pas été capables d'éliminer de simples gobelins. Un des guerriers informe alors la sauveuse que le capitaine et Freya ont été capturés par les monstres. La sainte reste incrédule après avoir entendu ces mots. Le guerrier ajoute que ces gobelins n'étaient pas normaux. À cet instant, un membre de l'équipe du capitaine explique à la sainte que ces monstres étaient aussi puissants que les grandes races et que même l'odeur n'a pas réussi à les vaincre. Furieuse, et pensant à récupérer ses guerriers, la sauveuse annonce qu'elle partira directement vers la forêt enchantée pour exterminer tous les gobelins. Cependant, une habitante saisit le bras de la sainte, la suppliant de rester dans la ville, car si les dragons ou les monstres reviennent, ils seront anéantis. Peu à peu, tous les citoyens commencent à supplier la sauveuse de rester, affirmant qu'ils sont aussi des sujets du temple et de l'empire, méritant donc sa protection. À cet instant, la sainte de l'épée accepte les demandes des habitants, reconnaissant qu'elle doit les protéger plutôt qu'un simple membre d'une équipe de héros, car c'est là sa véritable responsabilité. De retour au village gobelin, tous commencent à célébrer le retour de leur chef. Les petits monstres sont impressionnés de voir l'ancien revenir avec des prisonniers humains. Sans aucune pitié, la donze la Santa est jetée au sol. À cet instant, un des soldats de l'ancien ordonne aux prisonniers de ne pas causer de problème. L'odeur est surpris en voyant que les gobelins ont capturé plusieurs elfes, tandis que Freya murmure qu'elle pense qu'il y a un vrai héros dans cette tribu. L'odeur demande à sa compagne si elle s'est déjà remise, et elle répond que le poison dans son corps est fort, mais que sa constitution sacrée sera bientôt restaurée. En entendant Freya parler de ses pouvoirs, Linan s'approche lentement avec sarcasme, raillant la jeune femme. « Je ne pensais pas que tu te remettrais si vite. » À cet instant, la jeune femme entre en panique, demandant au garçon comment il connaît son nom et quelles sont ses intentions en les capturant. Avec un regard sombre, l'ancien s'approche de la donze la Santa. Rempli de haine, il enfonce ses griffes dans sa cuisse. Freya hurle de douleur, tandis que l'odeur assiste impuissant à la scène. Le capitaine crie alors à l'ancien d'arrêter de torturer sa compagne. Mais en criant contre le leader gobelin, le courageux l'odeur est violemment frappé par un petit monstre. Le gobelin lui demande s'il comprend bien les conséquences de sa capture, sachant que la sainte de l'épée viendra les chercher et les exterminera. Confiant, notre protagoniste répond que la maîtresse de l'odeur sera également sa proie et qu'il n'attend qu'un seul moment opportun. Même si elle vient à les chercher, elle ne les trouvera jamais. Poursuivant son plan, l'ancien confie à Gobelin Quang la responsabilité de superviser toute la deuxième génération, lui ordonnant d'aller chasser quelques monstres dans la forêt. Sachant parfaitement qu'ils seront traqués par les humains, notre garçon décide d'accélérer son évolution et commence par interroger l'odeur. Appuyant fortement son pied sur la poitrine du capitaine, Linan lui demande « Vous aimez capturer des gobelins et les torturer en secret, comme vous l'avez fait avec moi dans une autre vie ?» Ensuite, l'odeur affirme ne pas comprendre de quoi le garçon parle, mais l'ancien, irrité, lui dit que le capitaine répond beaucoup trop lentement et décide d'agir. Rempli de colère, notre héros coupe l'oreille de son ennemi. L'odeur hurle, disant que cela fait très mal. Consumé par la rage, le capitaine explique à l'ancien que tout ce qu'ils font est pour protéger la race humaine, et que leur devoir est d'éliminer les gobelins, créatures maudites. Sarcastique, le protagoniste raille les affirmations de l'odeur, disant que probablement il chasse les monstres pour augmenter les statistiques du groupe des héros, démontrant
ainsi qu'il les connaît bien. L'ancien ajoute que tuer les prisonniers avec les monstres est bien plus facile que de les sauver et demande combien d'humains sont déjà morts à cause de cette justice. À cet instant, l'Odeur semble vraiment surpris par les accusations du garçon. Freya, déjà très affaiblie, reste également incrédule, se demandant comment un simple gobelin peut en savoir autant sur ce qu'ils font. Complètement envahi par la colère, l'un leur dit qu'à la différence d'eux, il n'a pas besoin de faire semblant et qu'étant une créature malfaisante, il donnera une leçon à ses ennemis. Pratiquement sans force, Freya supplie l'Odeur de la sauver. À cet instant, la jeune femme commence à implorer pitié. L'Odeur entre dans le désespoir en voyant sa compagne torturée sans pouvoir l'aider. Alors, l'ancien dit à la donze la Santa qu'à présent, il va lui rendre l'appareil selon ses propres mots. La leçon ne fait que commencer, alors elle ferait mieux de tenir bon. Sombre, l'ancien saisit la prisonnière par le cou et dit qu'il veut que son capitaine regarde ce qui va lui être fait. L'un remet ensuite la jeune femme au gobelin, affirmant qu'il veut voir jusqu'où elle pourra supporter la souffrance après que tous les torturés. À cet instant, l'Odeur reste incrédule, réalisant qu'il sera obligé de regarder sa compagne être torturée sans pouvoir intervenir. Alors, tous les petits monstres commencent à s'approcher de la donze la Santa, conformément aux ordres de leur chef. Peu après, un gobelin arrive et dit à un autre que c'est maintenant son tour de garder la prisonnière. Le monstre de garde confirme que l'ancien a ordonné de la garder en vie. À cet instant, on voit à quel point la jeune femme est devenue faible après toute cette torture, et le garde dit qu'elle va encore bien, comme ordonné. L'Odeur supplie sa compagne de tenir bon, et la jeune femme, très affaiblie, lui répond qu'il ne doit pas s'inquiéter parce qu'elle ne souffre pas. Pendant ce temps, la prisonnière est réprimandée par le garde, qui dit que le prisonnier n'a aucun droit de parler, appuyant son pied sur sa tête. Pendant ce temps, la reine elfe, en train de prendre soin de son bébé, demande à sa fille si l'ancien a vraiment de la rancune contre les humains. La jeune fille insiste sur le fait qu'ils sont en difficulté. En entendant ces mots de sa mère, Lune arrive et informe que le garçon avait déjà mentionné qu'il se vengerait des humains, et pour cette raison, il a probablement de la haine pour eux. Ébloui par l'ancien, la reine des elfes souligne à quel point il est déterminé, ne laissant jamais une offense sans réponse. Pour cette raison, elle dit qu'il est le gobelin le plus spécial qu'elle ait jamais vu. Se você quiser continuar comme approxima part ou precisar de reviso, como ajuste no tom, estilo mais épico, formal, simplificado etc., posso ajudar imediatamente.